Bonjour à tous, à toutes. Donc, je suis cofondateur et directeur de création du studio Lexis Numérique, peut-être le plus ancien studio indépendant de jeux vidéo français, puisque le studio a été créé en 1990. Et comme l'a dit mon ami Arnaud, nous sommes des pionniers du transmédia, puisque ça fait une quinzaine d'années que je réfléchis à des façons de raconter des histoires en utilisant un maximum de médias simultanément. Et j'avais donc créé, il y a une dizaine d'années, peut-être certains s'en souviennent ou y ont joué, l'un des tout premiers concepts de jeu en réalité alternée qui s'appelle In Memoriam, qui a eu un grand succès en Europe et aussi aux États-Unis sous le titre Missing et Evidence pour la suite, puisqu'il y a eu une suite qui est sortie 3 ans plus tard et qui donc consistait à aider en fait la police à enquêter sur les traces d'un tueur en série en utilisant justement tous les outils à notre disposition sur le web. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais on avait déjà Google Earth, les outils que vous connaissez. Et en enquêtant, on recevait des emails dans sa boîte mail. Et éventuellement, si on avait donné son numéro de téléphone, on recevait des SMS. Et puis dans la suite, In Memoriam 2, on recevait non seulement des SMS, mais des appels téléphoniques. Et puis on pouvait parler en direct avec des personnages de l'histoire. Donc j'étais un des tout premiers à faire ce genre de dispositif, qui a été ça a été un peu surprenant parce que je pensais initier d'autres créateurs, et puis finalement dans le domaine du jeu vidéo c'est un ovni, In Memoriam, et il n'y a que à peu près 4-5 ans où les gens, notamment de l'audiovisuel, ont commencé à redécouvrir ce genre de jeu qui était sorti. Il y en a eu d'autres d'ailleurs aux États-Unis qui étaient sortis pratiquement à la même période. Et alors plus récemment, donc j'ai travaillé l'année dernière sur un nouveau concept qui s'appelle Altmans. Alors il y a eu entre-temps effectivement Braco, on l'a évoqué tout à l'heure. Braco, donc c'était en fait pour les fans de la série, créer des pastilles interactives qui ne nécessitaient pas plus de 15-20 minutes après la diffusion de chacun des épisodes. Et donc on invitait les téléspectateurs à aller sur Internet et à accomplir des missions qui donnaient en fait un complément de l'histoire et qui éventuellement permettait aux fans d'avoir la possibilité d'explorer des pistes, de voir par exemple des parties cachées de l'histoire qui n'étaient pas forcément intéressantes de traiter au sein de la série, mais qui en dehors de la série pouvaient pour les fans être intéressants parce qu'ils apportaient des éléments de background sur tel ou tel personnage ou telle entité de l'histoire. Donc ça a eu pas mal de succès puisqu'on a eu, je crois, à peu près 20 000 personnes qui ont joué quasiment. Alors sur ces 20 000 qui se sont inscrits, on a eu pratiquement, je crois, 60% des gens. Alors Claire, je ne sais pas si elle est là dans la salle, Claire Le Proust, parce que là les chiffres en tête, moi je les ai un peu oubliés. Mais la grande surprise, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a eu des gens qui sont inscrits, qui ont commencé, puis qui ont joué. Et 60% qui sont allés au bout de l'histoire, ce qui est assez surprenant pour nous. Donc c'est sorti il y a 2 ans. Altmans donc est sorti l'année dernière, et ça a la particularité d'être une sorte d'in memoriam, mais 10 ans plus tard, il me semblait naturel que ce nouveau projet soit connecté en temps réel aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on joue dans un système de narration où on démarre l'histoire tous ensemble, et on joue pendant 8 semaines. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un dispositif narratif très immersif qui va... alors évidemment, c'est très chronophage, on en parlera tout à l'heure. Et donc, Altmans, c'est quoi le principe ? C'est que vous avez donc des étudiants qui travaillent à Belgrade, qui sont des étudiants en sciences physiques, qui explorent des choses un petit peu expérimentales liées à Nikola Tesla. Et donc un personnage assez connu pour être un personnage porteur de tas de légendes et de tas d'expériences et d'inventions étranges. Et ce groupe de jeunes étudiants finit par disparaître pendant l'été 2012. Et la fondation qui subventionne leur recherche va embaucher donc 2 groupes de détectives. Un premier qui est piloté par Audrey Margerin, une ancienne flic, et un deuxième qui est piloté par Fabio Abelardo, qui est un ancien journaliste spécialiste des pays de l'Est, puisque une grande partie de l'action se passe dans les pays de l'Est. Voilà, donc le mieux, c'est qu'on voit le trailer, qui vous expliquera pas mal à la fois
comment on jouait et comment, enfin, voilà, comment tout ça a été agencé. C'était un projet assez ambitieux et relativement difficile à mettre en œuvre, mais on y est quand même arrivé. Voilà. Spanning the worlds of gaming, TV, and the internet, Altminds paves the way for the stories of the future. Interact, participate, and immerse yourself in an experience like no other. An emotional roller coaster that will take you to places you've never been before. In the summer of 2012, 5 young scientists working at the University of Belgrade and funded by the Alvinson Foundation mysteriously disappeared in Ukraine. A few weeks later, the case was rocked by the discovery of an amateur video suggesting they were kidnapped. Since then, the authorities have made little progress, and the foundation has decided to launch its own investigation from scratch. They are currently recruiting experienced field investigators to work on the case. And you, yes, you, with your PC, your tablet, or your mobile phone, you can act. If you choose, you can take part in the investigation. If you choose, you can help the Foundation find clues and solve puzzles. If you choose, you can try and save the missing scientists. Search online, analyze documents and videos, decipher coded messages, cross-check evidence. All this and more awaits in the world of Altminds. And if you prefer, you can simply follow the investigation or play as and when you choose. Experience this unique adventure on your PC, tablet, or both. And on your smartphone, you can follow the adventure wherever you are, at any point during your day. But the innovation of Altminds runs much deeper, offering you an exceptional experience. Altminds is in fact an adventure that unfolds live, in real time. Follow hour by hour every new development of the investigation. And if you prefer, take a break and pick it up wherever you left off. More than just an interactive investigation, Altminds includes a comprehensive package of films, games, participatory tools, as well as a doc web series that will explore in depth the themes of the story. It is without a doubt one of the most ambitious transmedia projects ever seen. With Altminds, your gaming world has never been so vast. Are you up to the challenge? Merci. Ah bah, ils t'applaudissent déjà, dis. Pardon ? Ils t'applaudissent déjà, c'est bien. Donc c'était un projet extrêmement riche.
En fait, le trailer est en anglais parce que le jeu est sorti en 4 langues simultanées. C'était assez compliqué, mais on l'a lancé en Europe. J'essaye actuellement éventuellement de le lancer aux États-Unis, mais c'est compliqué parce que le jeu est déjà sorti en Europe. Donc toutes les énigmes sont déjà résolues. Et en plus, l'histoire était quand même relativement européenne, donc il faudrait réadapter. Donc c'est quasiment Enfin, je suis en négociation avec des producteurs à New York et c'est quasiment un remake auquel on est en train de réfléchir. Donc c'est une enquête en temps réel. Vous l'avez vu, on suit heure par heure, minute après minute pendant 8 semaines. Alors la première semaine était gratuite. Il faut dire que c'est un des rares dispositifs transmédia payants. Comme In Memoriam était un jeu payant, on s'est dit on va lancer Altminds avec le pari que ce sera un jeu que les gens achèteront. Donc évidemment, on va d'abord leur donner une semaine gratuite pour qu'ils rentrent dans l'histoire, qu'ils testent le concept, parce que c'était un tout nouveau concept. Et ensuite, donc les épisodes suivants, en fait, ce que j'appelle épisode, c'était une semaine de jeu, était payant. C'était pas très cher, c'était vendu dans les 2 € et quelques. Ou alors, vous pouviez acheter directement le jeu qui était vendu dans les 15 €. La plupart des joueurs qui ont acheté le jeu ont quasiment tous acheté directement la totalité du jeu, donc les 7 semaines restantes. Donc soit vous jouiez en direct, soit vous pouviez jouer en différé. On avait beaucoup travaillé ce module qui, à mon avis, peut être vraiment copié. Allez-y. C'est vraiment parce que quand vous êtes sur le temps réel, il faut toujours prévoir que les gens, à un moment donné, décrochent. Même les fans, à un moment donné, partent en week-end, s'absentent. Voilà, on a tous une vie quand même les no-life. Et à un moment donné, il faut prévoir une façon de rattraper le jeu en différé. Donc ça, on avait pas mal travaillé là-dessus. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, les gens pensaient que si on avait raté le début, c'était trop tard. Voilà, donc on pouvait y jouer soit sur ordinateur, soit sur tablette, soit les deux. Moi, j'utilisais souvent la tablette pour regarder les films, rentrer dans l'histoire, et puis l'ordinateur pour résoudre les énigmes. Parce que les énigmes, ça nécessitait souvent du multifenêtrage, ouvrir pas mal de sites, etc. Et puis il y avait le téléphone mobile qui était là en complément, soit pour suivre l'histoire, simplement, quand vous étiez dans les transports, vous pouviez, avec une petite appli qu'on avait faite, suivre justement le déroulement de l'histoire pour rien rater. Et en plus, le téléphone vous servait éventuellement à discuter avec des personnages, à recevoir des appels ou des SMS, et également vous permettait aussi d'aller n'importe où dans le monde pour chercher des indices. C'est-à-dire qu'il y avait des missions qui étaient géolocalisées. Voilà donc l'interface principale du jeu. On avait repris un concept un peu qui rappelle un peu Facebook, avec un flux d'actualité qui défilait. En revanche, tout ce qui était discussion, tout ce qui était aspect communautaire était déporté sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas qu'à un moment donné, ça pollue la cohérence de l'histoire. Moi, par exemple, dans les jeux en ligne, j'aime pas quand à un moment donné, alors qu'on est dans un univers, je sais pas moi, Heroic Fantasy, quelqu'un me parle tout d'un coup du match de la veille, ou voilà. Donc là, on était au moins cohérent et chacun jouait son rôle, même sur les réseaux sociaux, par rapport à la cohérence de l'histoire. Voilà, donc on avait des missions, une mission en général une par jour, qui nécessitait entre 20 minutes, voire 1 heure. Certains y passaient même plus de temps. Certains joueurs alors on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu 5000 joueurs qui ont fait la totalité du jeu en temps réel, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment non-stop. Et parmi ces joueurs, il y en a qui ont joué plus de 400 heures. C'est-à-dire qu'on avait vraiment de quoi les passionner sur des tas de sujets. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient résolu les énigmes, ils continuaient à aller sur Internet pour essayer d'anticiper, de résoudre des mystères qu'on avait posés dans les premiers épisodes. 400 heures à consommer des contenus que vous n'aviez pas nécessairement créés, parce que quand tu cherches des infos sur Nikola Tesla, il y en a un peu partout. Exactement, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est quand vous créez ce genre d'univers, il faut toujours se baser sur déjà un existant. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer tous les contenus. Moi, il y a des gens qui jouent à mes jeux qui, à un moment donné, me parlent d'un site en disant « Ouais, il est génial ce site, on dirait un vrai site ». Je dis « C'est sûrement un vrai site parce que je ne le connais pas, ce site ». C'est-à-dire qu'en fait, ils passent par des façons de résoudre des énigmes, d'aller se balader sur Internet, sur des tas de sites. Et effectivement, il y avait... Nikola Tesla, vous avez des milliers de sites de vidéos assez marrantes d'ailleurs que vous pouvez trouver et qui n'ont pas été toutes créées par nous. Évidemment aussi la possibilité de dialoguer avec les personnages du jeu, d'être amis. Alors ce qui est assez marrant, c'est certains fans qui me suivent depuis longtemps, dès qu'ils ont vu le premier trailer, ils ont commencé à analyser image par image le premier trailer, pas celui que vous avez vu mais un précédent, et ils ont réussi à devenir amis
avec les gens, les étudiants qui disparaissaient, avant qu'ils disparaissent, ce que je n'avais pas prévu. Et évidemment, une fois qu'ils avaient disparu, ils ne pouvaient plus répondre et ils ne pouvaient plus accepter d'amis, donc ils avaient le sentiment d'être un petit peu comment dire, d'être un peu gâtés par rapport aux autres joueurs, quoi. Voilà, donc il y avait aussi, alors il faudrait passer du temps, parce qu'il y avait aussi un jeu Facebook, il y avait des parties aussi plus interactives, plus tactiles, qui étaient liées évidemment tout ça à l'histoire. C'était très cohérent par rapport à l'histoire. Voilà quelques images. Et puis donc la partie mobile, qui permettait de trouver des indices, qui étaient là aussi liés à l'histoire, un peu n'importe où dans le monde. Et ce qui était marrant, c'était que si on allait à un endroit tout seul, on pouvait avoir un indice, mais relativement faible. Si on y allait à 10 ou à 100, les indices, c'était en fait des espèces d'objets à collectionner, ils devenaient de plus en plus rares, et certains se donnaient rendez-vous la nuit au fin fond de la Seine-et-Marne à 50 personnes, ou devant la cathédrale de Saint-Denis. Il y a eu un rassemblement où il y avait pas mal de monde, parce qu'il fallait être plus nombreux pour récolter ces indices plus rares. Alors évidemment, ce sont des jeux très communautaire. Il y a donc des groupes qui se sont créés sur Facebook. Et les gens, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que à la fin d'Altminds, en général, les gens, alors il y en a qui sont sympas, qui vous remercient parce qu'ils ont ils ont vécu une super expérience. Et là, c'est marrant parce qu'ils se remerciaient les uns les autres. Ils disaient, voilà, c'était comme s'ils avaient vécu une épopée tous ensemble et qui se remerciaient mutuellement, enfin certains, parmi les plus fans. Il y a eu beaucoup de collaboratifs. Les gens ont recherché en commun les réponses aux énigmes. Ouais, ils sont beaucoup entraînés. Ils ont aussi créé des contenus. Là, vous avez une partie de la communauté qui se rassemblait à un moment donné, donc dans la vraie vie, pour échanger des indices et puis pour créer des contenus. Là, vous avez par exemple une timeline ou une arborescence qui essayait de faire, enfin ce que nous on avait fait en amont, ils le recréaient pour essayer de comprendre les liens entre les personnages, etc. Il y a eu aussi pas mal de créations de vidéos lors de ces rassemblements. Et encore plus fort, certains joueurs se sont eux-mêmes vus dans les films, puisqu'on avait des séquences de films qu'on tournait en temps réel, où on a pu intégrer, là vous avez les 8 meilleurs joueurs d'une semaine. Alors il n'y a pas beaucoup de filles, mais... C'est-à-dire que pendant le jeu, vous tourniez des capsules vidéo en lien avec l'histoire, voilà, en fonction de ce qu'avaient fait les joueurs. Voilà. Par exemple, il y avait à un moment donné des personnages qui avaient pré-tourné des témoignages face caméra, et à un moment donné, ces témoignages, on les tournait en temps réel pour qu'ils citent tel ou tel joueur. Grâce à Toto75, j'ai réussi à... Alors le type qui s'appelle Toto75, il est comme un fou parce qu'on parle de lui dans le film. Et ça, ces mécaniques-là, je pense que ce sont des choses qui vont arriver, mais alors d'une manière exponentielle, dans les séries télé d'ici 5-10 ans. C'est-à-dire le fait que vous allez commencer à regarder une série, puis progressivement, vous allez interagir sur Internet avec certains personnages de la série, et vous allez découvrir peut-être certaines parties de l'histoire que les spectateurs lambda n'ont pas forcément vues, et progressivement vous allez rentrer dans l'histoire et éventuellement même vous retrouver à un moment donné comme un personnage de l'histoire. TF1 a proposé la semaine dernière en fait aux spectateurs d'une série dont le nom m'échappe malheureusement, mais vous allez peut-être le connaître, de figurer au générique du film qui était de la série. Person of Interest, effectivement, autant en tant que suspect dans le générique. Voilà. Exactement. Donc effectivement, ce principe-là commence à... Voilà. Et certains joueurs ont même rencontré à un moment donné dans la vraie vie, non pas les acteurs, mais les personnages qui sont venus à un moment donné dans un bar, qui jouaient leurs personnages et qui ont distribué des enveloppes avant de s'enfuir parce qu'ils étaient poursuivis par un tueur. Et donc les joueurs se sont retrouvés quelques heures avant en ayant des infos que la communauté n'avait pas. Donc évidemment, c'était parmi les plus assidus. C'était vraiment un reward, une récompense pour eux d'être là à ce moment-là et de pouvoir voir les personnages. Et j'ai des témoignages qu'on n'a jamais eu le temps de publier, de joueurs qui racontent cette expérience et qui disent « J'ai vraiment eu, à un moment donné, un effet incroyable où j'avais le sentiment de rentrer dans l'histoire. » Et c'est assez vertigineux. Ils ont vécu un truc assez étonnant. Voilà, donc très vite pour le bilan. On a eu 200 000 inscrits
Sur ces 200 000 inscrits, il y en a beaucoup au début qui ont abandonné parce que le genre de jeu leur plaisait pas forcément. On a eu donc 20 000 joueurs actifs donc qui ont joué pratiquement tout le jeu, mais pas forcément en temps réel, parce que encore une fois, on pouvait rattraper son retard. Et sur ces 20 000, 5 000 qui ont vraiment joué la totalité du jeu en temps réel. Alors malheureusement, le jeu a mieux marché en France que dans les autres pays. On n'a pas pu beaucoup communiquer dans les autres pays qui étaient l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Donc les difficultés de ce genre de dispositif, si à un moment donné vous y pensez par rapport à une marque, etc., le temps réel, moi je le referais, mais je le referais pas de la même façon. 8 semaines, c'est énorme, c'est gigantesque. Donc je ferais un temps beaucoup plus court. C'est très chronophage ce genre de jeu. Et même les fans, moi j'ai plein d'amis qui ont démarré, qui m'ont dit l'histoire me plaisait, les jeux étaient sympas, mais j'ai dû abandonner parce que j'avais pas le temps. Il y a donc cette barrière du temps réel qui est vraiment un atout parce que ça permet d'être connecté aux réseaux sociaux, de faire un événement, mais moi je partirais sur des périodes beaucoup plus courtes. Et puis un dispositif hybride. On est à la fois dans une série, dans un jeu. On ne satisfait pas forcément les hardcore gamers parce que les énigmes sont relativement un petit peu intello, pour certains joueurs. Et on ne satisfait pas forcément les fans de série parce que c'est une web série, c'est quelque chose qui est un peu. La série n'a pas encore de vraie identité, de communauté suffisante peut-être. Voilà, même nous, on avait du mal à communiquer sur cet objet qui était un ovni, quoi. Est-ce que c'est une série, est-ce que c'est un jeu, c'est les deux. Je pense qu'il aurait fallu, pour qu'Altman ait un retentissement encore plus important, ça aurait été, et c'était mon rêve au départ, de sortir une série télé avec la force quand même marketing d'une chaîne, d'un diffuseur télé. Et au final, on voit plusieurs fois au générique Orange, l'association. Alors Orange était effectivement, c'était un diffuseur, donc eux, ce qui les intéressait, c'était d'explorer, au moment où ils ont lancé le Transmedia Lab, c'est ça ? Oui. Il y a 4-5 ans, c'était d'explorer des nouvelles formes de récits interactifs, notamment avec des prolongements sur le téléphone mobile. Donc il y a eu un partage d'expérience. On a développé pas mal de choses en R&D avec eux sur téléphone mobile. Et puis ils étaient éditeurs du jeu, donc c'est eux qui ont fait le marketing. Mais ça n'a pas la même puissance, même quand on s'appelle Orange, de faire une sortie d'Altman équivalente même à Braco, qui a déjà qui est porté par une chaîne. Alors les points forts, c'est les contenus personnalisés. C'est-à-dire chacun, alors j'ai pas trop mis l'accent là-dessus, mais chacun pouvait y trouver son compte. Vous pouviez simplement suivre l'histoire, sans interagir, simplement en regardant, en allant tous les jours, regarder les vidéos, ça vous prenait un quart d'heure, 20 minutes, en suivant simplement l'histoire, ou vous pouviez aller jusqu'à jouer 400 heures et aller avec votre téléphone au fin fond de tel département pour aller chercher des indices très rares. Donc chacun y trouvait son compte. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand vous créez ce genre de dispositif, vous n'avez pas un seul profil d'utilisateurs. Évidemment, ce sont des très immersifs. Tous les gens qui ont joué à In Memoriam ou à Altman me disent qu'ils ont vécu une expérience extrêmement forte. Le fait de dialoguer avec des personnages, d'avoir quelqu'un en ligne en temps réel avec qui on peut discuter au téléphone, qu'on a vu auparavant dans une séquence de film, c'est quelque chose de très fort. Et puis un engagement fort qui est lié notamment à cette dimension communautaire dont je parlais. On rentre dans la communauté souvent un petit peu sur la pointe des pieds parce qu'on va demander une aide à un moment donné. Puis progressivement, on s'aperçoit que y a des gens qui sont comme nous, qui sont pas plus on n'a pas de complexe à avoir par rapport à eux. Puis progressivement, on y revient et puis finalement, on a des discussions en dehors même du jeu qui sont périphériques au jeu, sur d'autres formes de dispositifs, sur d'autres formes de narration, etc. Et progressivement, une communauté se crée. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ce genre de jeu. Ce sont des jeux très communautaires. Voilà, je crois que j'ai respecté mon temps, a priori. Excellent timing. Merci. Merci Eric. On va donner la parole à la salle pour des questions. Alors, je crois que le micro, il est plus dans la salle. Ah, voilà, il est là. On va faire remonter en haut. Il y a une question en haut.
Merci. Alors, 2 questions plus exactement. La première, je voulais savoir le taux de déperdition entre la première semaine gratuite et l'offre payante. Première chose. Et deuxièmement, la complexité souvent dans les ARG, dans l'expérience circulatoire, c'est-à-dire le fait de passer de contenu en contenu et d'indice en indice, c'est que souvent les joueurs, ou en tout cas les personnes qui sont dans l'histoire, ont parfois du mal à comprendre justement les mécanismes et se perdent parfois. Donc je voulais savoir quel type de mécanisme ou d'astuce vous avez mis en place à partir d'In Memoriam. Vous avez maintenant beaucoup d'expérience de ça, et quel type de blocage vous avez pu à la fois rencontrer, et comment vous avez, quel dispositif et quelles solutions vous avez mis en place pour éviter ça? Alors la déperdition, elle est beaucoup liée à plusieurs choses. Effectivement, d'abord, c'est la barrière du payant. À un moment donné, il faut payer. Donc, c'était 200 000 et on a eu 20 000. Donc, il y a un rapport, enfin, c'est 10% quand même de taux de conversion, ce qui est un très bon taux. Après, il y a une déperdition sur les gens qui ont acheté, des gens qui ne sont pas forcément allés au bout. Sur ces 20 000 qui ont payé même la totalité du jeu, il y en a certains qui n'ont pas eu le courage d'aller au bout parce qu'à un moment donné, encore une fois, pour des raisons de manque de temps, ils n'ont pas pu rentrer. Alors après, sur comment, effectivement, l'un des problèmes des ARG, c'est souvent, moi j'ai essayé d'en faire, c'est qu'on se perd. Une des réponses qu'on a mis en place, déjà dans In Memoriam, mais dans Altmans, c'est le fait d'avoir un site fédérateur. Vous vous connectez sur un site, d'ailleurs dans Altmans, il y a un générique, hein. Je suis très attentif au fait que j'aime bien mélanger la réalité et la fiction, mais je sais qu'il peut y avoir des excès. Donc j'aime bien aussi, à un moment donné, créer ce cercle magique qui fait qu'on sait qu'on va rentrer dans un espace fictif. Et le générique est là pour ça. Dans In Memoriam, c'était la boîte. On achetait une boîte, on savait qu'on était dans un jeu. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Il y a d'autres créateurs qui n'ont pas forcément ce genre d'éthique, et pour d'autres raisons. Donc un site fédérateur, et puis après des tas de procédés complètement scénarisés, qui sont des procédés de relance. C'est-à-dire que c'est, à un moment donné, c'est un personnage qui, on est capable sur notre serveur de voir qu'un joueur s'est déconnecté pendant plus de 48 heures, par exemple. On va le relancer. On ne va pas le relancer en disant qu'est-ce que tu fais, faut que tu reviennes dans le jeu. On lui dit, c'est un personnage qui, à un moment donné, d'une manière scénarisée, reprend contact avec lui pour essayer de le faire revenir dans l'histoire. Voilà, donc il y a différents procédés qu'on utilise pour faire en sorte effectivement que les gens ne soient pas perdus, d'une part. Encore une fois, un site qui permet on sait qu'on a tous les outils, je dirais, à notre disposition, les vidéos, on a un inventaire. Là, on reprend des concepts de jeux très classiques, hein, reward, courbe d'apprentissage, enfin, tout ça, c'est des choses que nous, enfin, dans le jeu, on sait faire, enfin, on innove tout le temps, et je dis pas qu'on a les meilleurs, on arrive toujours, mais ce sont des procédés qu'on utilise dans le jeu vidéo. Et voilà, je crois qu'a priori, j'ai essayé de répondre. On peut faire redescendre le micro, s'il vous plaît. Donc moi je suis vraiment très fan de ce genre d'ARG, et au niveau du gameplay c'est plutôt du click and go, ou comment ça se passe? Je vois pas vraiment comment... Alors le gameplay, c'est des gameplays qui sont... j'ai essayé de faire des gameplays assez variés, c'est-à-dire il y a beaucoup de gameplays qui sont basés sur des recherches à partir de mots-clés que vous trouvez dans une vidéo. Alors il y avait justement... J'aime bien aussi que les vidéos ne soient pas là uniquement pour raconter l'histoire. Donc on avait fait un outil qui permettait justement de zoomer dans les vidéos, de rajouter du contraste, de la luminosité pour pouvoir faire apparaître des indices. Et à partir de là, donc c'est des recherches sur Internet. Et puis à partir de là, vous avez plusieurs types de gameplay, souvent basés sur des recherches de lieux, de personnages. Alors il y avait aussi toute une partie enfin, il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait dire des objets interactifs qui étaient un peu plus interactifs que simplement faire de la recherche et puis revenir, puis réfléchir ou décrypter des codes. C'était donc on avait créé un site avec lequel enfin, c'était une entité, une sorte d'intelligence artificielle avec laquelle on pouvait dialoguer.
Et ce que je conseille toujours pour les créateurs qui font ce genre de jeu, c'est toujours de penser à des personnages ou un univers qui se prête à l'interaction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des univers qui sont, ou des personnages qui évoquent pas forcément des interactions. Une intelligence artificielle, déjà en soi, ça permet de... On se dit, bon, on pourra faire quelque chose avec ce truc-là. Amener du jeu, c'est plus facilement que si c'est un personnage lambda. D'accord. Et donc là, le jeu en temps réel, il est terminé, si j'ai bien compris. Et au moment de refermer le rabbit hole, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une grosse fête? Vous avez remercié vos... Alors, juste un petit point de terminologie. Un rabbit hole, c'est un point d'entrée dans un dispositif transmédia. Voilà, c'est une référence à Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Donc, on a fait... oui, j'aime bien, moi, à un moment donné, je suis devenu ami avec certains joueurs depuis In Memoriam, parce qu'on s'est rencontrés, on a fait effectivement, je me souviens, après In Memoriam, on avait vraiment eu envie de faire une fête, d'inviter des gens dans une boîte de nuit, on avait payé une consommation, et on avait eu un monde fou, dans un pub, et c'était très sympa, parce qu'à un moment donné, ils pouvaient rencontrer les acteurs, ils pouvaient dialoguer avec eux. Et pareil, là on a fait ça dans un bar à un moment donné, donc la scène que je vous ai montrée, les joueurs étaient invités, ils jouaient un rôle, ils étaient invités par un personnage du jeu, les personnages du jeu arrivaient, leur donnaient une enveloppe, donc ils étaient un peu impressionnés de les voir comme ça débarquer, et puis après ils sont sortis, moi j'étais caché, puis on est tous revenus, et là on a bu un verre avec eux, puis là on avait arrêté de jouer, on était dans le making of. D'accord, et dernière question, combien de filles pour combien de garçons? Alors, c'est de mes grosses déceptions. As-tu respecté la parité? Dans In Memoriam, oui. J'avais un public quasiment mixte, et beaucoup d'ailleurs de jeunes couples qui jouaient ensemble. Dans Altman, je sais pas comment l'expliquer, mais on a eu une fille pour 3 garçons. Le côté et ça, techno, peut-être, non? Je pense que c'est la thématique. Alors, après, on va me traiter de sexiste, mais quand je suis allé à la fac de physique de Belgrade, il y avait quand même dans les chercheurs, parce que j'ai rencontré des vrais chercheurs qui travaillaient sur des trucs un peu fous, la matière noire, des trucs incroyables. Dans ces chercheurs, il y avait une fille pour 8 garçons, je crois à peu près. Et donc, je me dis, est-ce que c'est la thématique, les sciences physiques, qui peut-être intéresse pas trop les femmes, je sais pas. Alors que In Memoriam, c'était un tueur en série, et je sais qu'il y a beaucoup de lectrices de ce genre de bouquins, par exemple. Et ça, j'ai du mal à l'expliquer autrement que comme ça. Une dernière question, puisqu'après on passera à la partie de débat. Si vous pouvez faire remonter le micro. Bonjour, et j'ai juste une question sur la viabilité économique du projet, parce que ça doit coûter quand même une certaine somme de produire tous ces contenus. Est-ce qu'on s'y retrouve avec juste ces utilisateurs? Et une toute petite annexe, est-ce que la complexité de ces ARG, la dimension temps réel, la dimension multi-support, ne nécessite pas encore aujourd'hui qu'on est un peu aux prémices de ce genre de choses, de finalement, en épilogue, refaire peut-être une version linéaire, comme un film ou je sais pas, en tout cas une version totalement non interactive pour les gens qui auraient envie d'avoir juste un récapitulatif. Ouais, vous avez complètement raison. C'est vrai que on est en train d'explorer, c'est un jeu qui a été coûteux, alors malheureusement j'ai signé des contrats avec Orange, je ne peux pas vous donner le budget, mais c'est vrai que c'est un des plus gros budgets qui ait jamais été consacré à ce genre de dispositifs transmédia. Mais on a fait le plein des aides déjà, médias, CNC, etc. Parce que c'était un projet qui était expérimental. J'avais aussi toute l'expérience d'In Memoriam. Donc, mais vous avez raison, je pense qu'on là où on a été... on était gourmand en fait, parce qu'on s'est dit le temps réel ça va être le truc, et finalement je me suis rendu compte qu'effectivement il aurait fallu beaucoup plus communiquer aussi sur le différé, le fait qu'on pouvait jouer en différé, que même une fois le jeu terminé, on pouvait y continuer à y jouer, même le prendre dès le début et puis y jouer, et avoir pratiquement autant de plaisir à y jouer que ceux qui l'avaient fait en temps réel, parce que quand vous jouez à un jeu d'aventure, toutes les solutions elles sont diffusées sur les forums de jeux, etc. Donc c'est pas gênant d'être le 10 millième à faire la mission et que cette mission a été résolue. Vous savez que vous êtes dans un jeu. Et donc, effectivement,
je pense qu'il faut, aujourd'hui, je le ferai différemment et je prévoirai davantage ce genre de complément sur la durée, évidemment. Voilà, bah écoute, merci Eric pour ton intervention très intéressante.